Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Comment es-tu arrivé à la Factoria? Et raconte-nous l'histoire qui t'a fait passer du point A au point B. Tu vois, en fait, je t'en ai déjà parlé un peu avant parce que je voulais que tu le vives de la même façon que les gens qui vont le vivre depuis leur ordinateur. Eh bien, mec, je venais d'une famille très riche, tu vois. Contrairement à ce qu'on observe généralement chez ceux qui finissent par vendre une formation, tu vois. Je venais d'une famille qui fabriquait des fenêtres pendant la période du boom immobilier. Avec la crise de 2008, ça a été une grosse faillite pour ma famille. On a pratiquement tout perdu, pas seulement l'argent. En plus, ils ont mal investi leur argent et une grosse dette est apparue soudainement. Et moi, en tant que gamin, parce qu'à cette époque, j'étais un enfant, je ne comprenais pas vraiment tout ça. Mais j'ai bien remarqué que tout à coup, la nourriture avait changé, tu vois? Ou des trucs comme ça qui, au début, en tant qu'enfant, t'affectent, tu vois? Parce que tu te rends compte que ta famille devient pauvre, tu vois? Dès lors, cela a été encore plus dur, car mon père, pour survivre et nous aider, a commencé à demander de nombreux microcrédits. À ce moment-là, c'est devenu réel. Mon père disait: ne réponds à personne au téléphone, tu vois. Ne décrochez pas le téléphone parce que si vous le faites, c'est pire. Parce qu'alors, ils peuvent nous réclamer de l'argent et là, ils peuvent saisir quelque chose, tu vois. Et bon, c'est arrivé à un point où ils nous appelaient 2, 3 fois par jour. Ils allaient même sonner à la porte de la maison. Je vivais à Samboy, près de Barcelone, dans un petit village. C'était fou, je me sentais harcelé, tu vois. Enfant, j'avais l'impression qu'on nous poursuivait. Parfois, mon père vérifiait derrière lui dans la rue au cas où on le suivrait. Parce qu'en fait, il touchait une pension, tu vois. Parce qu'il avait eu un problème d'apnée, tu vois. Enfin, des gens le surveillaient pour vérifier s'il avait vraiment ce problème. C'était compliqué, car on sortait d'une période où tout allait bien. À Noël, ils m'achetaient la Wii ou la Play, tu vois. Même sans beaucoup d'argent, ils attendaient pour ne pas me gâter. Mais j'avais quand même 40 cadeaux, tu vois. À Noël à la maison, on vivait ça. Un jour, ma mère m'a même avoué qu'elle diluait le lait avec de l'eau le matin. Je lui ai demandé de l'argent pour sortir avec mes amis et elle me l'a balancé. Pour moi, ça a été un moment marquant dans ma vie. C'était comme waouh, à quel moment on est devenu aussi pauvre, mec. Tu vois. D'ailleurs, pour approfondir un peu plus le sujet, pour que tu comprennes comment j'en suis arrivé là, depuis ce moment-là, j'ai commencé à me sentir comme un malheureux dans la vie, tu vois, en me demandant pourquoi. Parce que mes parents, sans s'en rendre compte, m'aiment énormément et ils m'ont toujours très bien traité. Mais ils ont commencé à me faire comprendre que j'étais un fardeau, tu vois, que me nourrir, m'aider à étudier, tu vois, que j'étais en train de devenir un vrai poids pour la famille, tu comprends. J'ai commencé à me sentir comme un fardeau, mec. Dis-moi, tu as un frère, Roger? Oui, une sœur, Plus âgé ou plus jeune? plus jeune. Et en fait, elle a été une super motivation pour moi parce que je ne voulais pas qu'elle vive ce que je vivais, tu sais. Et quand elle était encore petite, parce qu'il y a 7 ans et demi d'écart entre nous, tu vois, c'était en mode, je ne veux pas que quand elle en soit consciente, elle vive ce que je vis, tu vois. Ça a été une super motivation pour moi. La plus importante, en fait. Je me sentais comme un poids, mec. Inconsciemment, comme je te disais, j'ai développé l'envie de mourir, frérot. Mec! Oui, inconsciemment. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux qu'on approfondisse un peu ça. C'est-à-dire, tu en es arrivé à avoir des pensées de te suicider, ou c'était plutôt quelque chose qui n'était pas tangible, mais qui était bien présent en toi? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, c'était subconscient. C'était subconscient parce que j'ai commencé à faire du parcours parce que ce risque, tu vois, ça satisfaisait une partie de moi, tu comprends. Je pensais inconsciemment que si jamais il m'arrivait quelque chose, ce ne serait pas si grave, tu vois. Comme si ce ne serait pas si grave pour tout le monde, tu comprends? J'ai commencé à pousser le parcours à fond, tu vois. Faire par exemple un double salto arrière d'une chaise de sauveteur. Je l'ai poussé à l'extrême, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Mes parents m'ont conseillé de faire de la gymnastique pour éviter que je me tue. Et justement, il se trouve qu'une fille très sexy de mon village m'a dit: «Hé, tu pourrais venir dans notre équipe de Pom-Pom Girls à Barcelone.» Je suis allé dans l'équipe de Pom-Pom Girls et franchement, c'était comme un paradis parce que c'était financé. C'est-à-dire que c'était gratuit pour moi vu mon niveau, parce qu'ils voulaient aller au championnat du monde. Je suis arrivé, il y avait toutes les filles sexy de Barcelone, tu vois. J'avais aussi accès gratuitement à la meilleure salle de sport de l'INEF de Barcelone. Donc c'était comme un rêve, tu vois, pouvoir faire du parcours là-bas. Je suis resté avec un niveau d'exigence extrême déjà au lycée. Je faisais plus d'une heure de trajet de Sant Samboya à Barcelone pour étudier au lycée, puis à l'INEF. Je rentrais très tard, dormais très peu et ai vécu ainsi près de 2 ans, avec des séances de 2 ou 3 heures très intenses. Ils s'entraînaient à la salle car ils visaient la Coupe du Monde, tu vois.
Et bon, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu un événement marquant que j'ai vécu et que même l'équipe ne connaît pas. Et c'était très important aussi. Comme en cheerleading, c'est super courant de faire un truc qu'on appelle le basket. C'est-à-dire, on met deux bases et un colosse derrière, et il y a une fille qu'on appelle la flyer, tu vois. C'est comme une sorte de plume, et on fait un, deux, et on la lance, je ne sais pas, à 7 mètres, 10 mètres, très haut. Elle fait ses acrobaties, puis on la rattrape. Et nous, on la lance en arrière. Quelque chose qui, en termes de risque, là-bas, c'était plus courant. Peut-être que quand je vais bien t'expliquer, tu vas penser que c'est fou, mais là-bas, c'était normal, parce qu'on était en train d'atteindre un niveau pour aller au championnat du monde. Et on l'a lancée en arrière, bien sûr, cette femme a commencé à tourner, mais comme elle savait déjà qu'elle était partie dans la mauvaise direction, qu'elle n'était pas montée, elle a commencé à se dire «Merde, je vais y passer, tu vois». Eh bien, si tu tombes de 10 mètres, si tu tombes de 10 mètres au sol, tu meurs. Et aucun des deux gars n'a réagi, et j'ai dû sortir en courant pour l'attraper. Et je l'ai attrapé directement en l'interceptant dans les airs. Alors je l'ai intercepté et je suis tombé sur le dos, et en tombant sur le dos, c'est là que... En fait, ce n'était pas une hernie discale. Mes disques se sont cassés, c'est-à-dire qu'ils se sont brisés. Imagine, parce que bien sûr, même si c'est une voltigeuse de 40 kilos, tu vois, elle tombait de 10 mètres, tu vois, 7, 10 mètres. Et bien sûr, je l'ai intercepté et je me suis pris tout l'impact contre le sol, sur le dos. Donc à ce moment-là, avec l'adrénaline, j'ai continué à m'entraîner, mais je suis tombé inconscient au milieu de l'entraînement. Oui, oui, c'était dur, vraiment dur. Depuis ce moment, j'ai commencé à perdre, car mes nerfs, notamment le nerf sciatique, ont été pincés à plusieurs endroits de la colonne vertébrale. J'ai d'abord perdu la sensibilité de la jambe gauche. Pendant des mois, j'avais une douleur intense, on me faisait des injections de morphine. Je n'arrivais plus à me mettre sur la pointe des pieds, je ne pouvais pas faire cet exercice. Peut-être que ça ne se voit pas à la caméra. Ensuite, moi, je ne pouvais plus le lever, et il est arrivé un moment où je commençais à marcher comme un zombie, tu vois. Et puis j'ai commencé à perdre la sensibilité de toute la jambe, et ça commençait déjà sur l'autre. C'était une vraie merde. Enfin, je te dirais que je n'ai pas eu peur, j'ai toujours eu la foi que j'allais m'en sortir, mais tous les médecins, du moins ceux auxquels j'avais accès parce qu'on n'avait pas d'argent, donc c'était des consultations gratuites, me disaient en fait que c'était fini. C'est-à-dire que tu n'allais plus jamais marcher. Effectivement, pour quelqu'un sportif toute sa vie, c'était inacceptable. Les médecins t'ont dit que tu ne marcherais plus jamais. Ils disaient que de la taille vers le bas, je ne sentirais plus mon sexe, que je me ferais dessus et tomberais sur moi-même comme un vrai handicapé. Non, 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 littéralement, si tu ne peux pas marcher et que tu dois aller en fauteuil roulant, ils t'ont littéralement dit que tu allais rester paraplégique. Effectivement. Ouais, ouais, ouais. Et à ce moment-là, je n'y ai pas cru, tu vois. C'était difficile car j'avais toujours fait du sport. Alors, pendant 1 an et demi, presque 2 ans, j'ai vécu cette situation où je perdais l'usage de mes jambes, où on me faisait des injections de morphine plusieurs fois par jour dans les fesses. Tu vois? J'avais pris l'habitude d'aller chez le médecin pour des piqûres dans les fesses. Je vivais totalement drogué, tu vois? Et je ne pouvais même pas rester allongé parce que j'avais mal, je me tordais de douleur. C'était une situation vraiment extrême pour ne pas m'étendre davantage. Et au final, mes parents ont fait des miracles et ils ont fait des pieds et des mains pour que l'assurance nous paie l'opération. Pour moi, cette situation a été un tournant. Quand nous sommes arrivés au jour de l'opération, l'assurance nous payait tout, sauf le lit d'hôpital de la veille. C'était 20 balles. J'ai déjà raconté ça une fois sur mon Instagram et les gens rigolent, se moquent de moi, me disent «Quoi 20 balles?» Enfin bref. Mais tu dois comprendre la situation dans laquelle j'étais à ce moment-là. Tu sais pourquoi? Parce que c'est mon grand-père qui nous donnait à manger. Mon grand-père touchait 700-800 euros de pension. Il vivait avec ça, nous aidait en nourriture et un peu d'argent, et nous, on accumulait seulement des dettes. Mais on n'avait pas... Nos comptes bancaires et tout ce qui était saisi, et on n'avait pas de cash, pas un sou en liquide. On vivait vraiment de ce que mon grand-père nous donnait. Mon grand-père allait même jusqu'à nous laisser de l'argent pour l'essence. Tu vois? C'était une situation où il n'avait aucune liquidité et où ils s'étaient déjà grillés auprès de leurs amis. Tu vois? Donc, pour ces 20 euros, ma famille a accepté que je ne me fasse pas opérer. Tu vois? Oui, on est retourné à Barcelone parce que je vais me faire opérer là-bas. Oui, je vais me faire opérer à Barcelone. En quelle année c'est arrivé? Il n'y avait pas de bisoum. Juste l'année avant d'aller à l'université, en terminale, je te dirais que non. Enfin, Bisoum n'existait pas encore. L'argent instantané que quelqu'un peut t'envoyer. mais au-delà de ça, c'est que mes parents, à ce moment-là, dans l'état d'esprit où ils étaient, parce qu'ils étaient un peu déprimés, ne sauraient pas non plus à qui le demander. Et moi non plus. Ton père ne pouvait pas le résoudre. Il était complètement dépassé. Exactement. C'est difficile à comprendre, mais il faut vraiment le vivre pour.